Bonjour, bienvenue pour cette rencontre avec Marion Jdanov, ici présente. Marion Jdanov, donc vous avez peut-être vu l'exposition pour ce festival Fumetti et qui va durer un peu jusqu'au début juillet, qui est installée dans la sorte de mezzanine, premier étage de la bibliothèque de la Manufacture. Exposition consacrée à Bagnode, qui est un deuxième gros livre publié chez Super Loto Grand Aigle. Et c'est donc autour notamment de ce livre, mais de Guerre aussi qui lui précédait, et puis de pas mal d'autres choses qui ont été publiées avant, que nous avons le plaisir, Vincent Sorel et moi-même, de recevoir. Marion, merci d'être avec nous, pour discuter évidemment de dessin, de narration en dessin, mais aussi beaucoup de musique. C'est pour ça qu'on a commencé avec ce petit souvenir, avec donc un extrait du disque Transpanda de Room 204. On disait Room 204 ou Room 2004 On disait Room 204. Hein. On disait Room 204. C'est international. Donc voilà, Transpanda. Alors tout ça et les disques qu'on va vous diffuser, parce que vous voyez, il y a une platine vinyle ici, sont tous issus du catalogue Kitty Bong, merveilleux label que tu as cofondé avec Émeric ici présent et Anthony ici pas présent. Et on va parler un peu de tout ça, donc musique, dessin, le mélange de tout ça. Et on commençait avec Transpanda parce que c'était un premier effort aussi d'une pochette dont il y aurait beaucoup de choses à dire. Voilà. Alors, voilà. On vous pose un peu les bases de notre discussion qui va durer environ 90 minutes. On a un banc titre qui nous permet de faire défiler des images, des dessins, des extraits des livres. Et puis, tu nous as ramené plein de fanzines. Ouais, on va voir comment on picore dans tout ça. Voilà. Allons-y. Bienvenue. Très bien. Eh bien. Bonjour tout le monde. Salut Marion. Moi, la première question, je pense qu'avant de parler des pochettes, je pense que ce serait bien de revenir au tout début et de parler de là où tu as grandi, de comment tu as grandi, de quoi tu as été nourri enfant, quelles étaient tes lectures de jeunesse, ce genre de questions. Qu'est-ce qui t'a nourri dans ton enfance ? J'ai beaucoup lu Yakari. Voilà. J'ai beaucoup déménagé. Du coup, je vais pas pouvoir dire un endroit précis parce que sinon on en a pour longtemps. Et tu veux dire par rapport... j'ai beaucoup lu quand j'étais enfant. Et du coup, de la bande dessinée ? Pas tant. Enfin, j'ai lu Boule et Bill, quoi. Ouais. Et je pense que j'ai lu un peu des... J'ai lu des Roald Dahl, des trucs comme ça, où il y avait des illustrations de Quentin Blake. Mais par exemple, quand j'étais enfant, j'étais chiante parce que j'aimais pas les illustrations dans les livres, parce que j'aimais pas quand ça collait pas avec le texte. Alors que maintenant, si moi je me mets à illustrer des trucs, j'en ai à peu près rien à faire que ce soit purement illustratif. Et j'arrive pas à... Enfin, si je dois repenser à qu'est-ce qui, dans mon enfance, a fait des références graphiques dont je me sers maintenant, j'ai l'impression que ça arrive tard, et que ça va être très vite Ghibli, en fait. Ok. Ouais. Enfin, à des moments, je me dis, ah oui, Miyazaki, ça a quand même marqué quelque chose. Et par la suite, les estampes japonaises, mais des choses vraiment purement qui viennent de l'enfance, pas tant, je crois. Ouais, d'accord. Mais je vais pas pouvoir t'aider beaucoup avec cette question. J'ai pas grand chose à en raconter. Mais c'est pas grave, c'est pas un questionnaire. Il y aura pas de notes à la fin. Mais du coup, quand tu étais enfant, tu dessinais ou pas particulièrement ? J'ai l'impression que je dessinais comme plein de gosses dessinent, mais par contre, j'ai pas du tout ce récit d'enfant génial. Enfin, des fois, je vois des dessins de gosses qui dessinent des donjons, des choses où c'est déjà super habité. Enfin, et moi, j'étais vraiment pas de cette école-là, je pense. Je recopiais beaucoup. Enfin, c'est ce que je vous disais quand vous me disiez « Ah, est-ce que tu as des dessins d'enfants ?» J'étais là, c'est dommage, je devais avoir une belle collecte de petits tonnerres. Mais non, j'étais pas comme ces grands passionnés de dessin qui ont des carnets remplis depuis l'enfance.
Mais par contre, je pense que j'ai jamais vraiment arrêté de dessiner. Mais c'était pas génial, quoi. Quand même, ça fait 2 fois que tu y fais référence. Qu'est-ce qui te fascinait chez Yakari? C'est horrible, hein, mais je pense vraiment ce mythe, comment les natifs américains sont transformés en licornes, et où en fait, pour un gosse, tout d'un coup, c'est comme une sorte d'illusion de vie un peu anticapitaliste et tout ça. Et je pense que quand j'étais petite, ça a marché. Et j'ai une amie enfant qui, je crois, aime aussi toujours beaucoup maintenant Yakari. Ou moi, maintenant, j'ai envie de leur dire aux enfants qui aiment Yakari, ok, aime Yakari, mais à l'adolescence, regarde Reservation Dogs, qui est une super série sur des ados dans des réserves natifs américaines, pour un peu rééquilibrer le truc. Mais ouais, il y a les animaux parlés, c'est génial. Et donc tu dis que de ce que je comprends, il n'y avait pas forcément le feu pour le dessin, mais en même temps tu t'es jamais arrêté. Ouais, une petite braise. Ouais. Un petit truc qui est constant, quoi. Et du coup, arrivé plus tard, collège, voire lycée, donc là tu continues à dessiner. Est-ce que c'est un des moments où tu te dis tiens, j'aime bien le dessin, ça pourrait être quelque chose, je pourrais faire des études d'art ou des choses comme ça, ou pas du tout? Le truc très étonnant, c'est que arrivé en seconde, je rencontre, j'ai un copain dont la mère fait des concerts pour enfants avec un orgue de barbarie qu'elle accompagne de diaporamas où l'histoire est illustrée, les dessins sont pris en photo et projetés en diapositive. Voilà, c'est le spectacle. Et en fait, comme moi, je dessine. Elle me dit, je te paye 1000 francs, en francs, et tu fais les illustrations de mon compte. Et du coup, c'est mes premières commissions. Et je me suis dit, j'avais donc 14-15 ans. Je suis là, génial, je vais faire carrière. Et non, mais mine de rien, le fait d'avoir un plan payé comme ça, comme un job d'été... Et il fallait faire plein d'illustrations. C'était moche. Mais j'ai fait ça plusieurs années, plusieurs fois de suite pour elle, et ça a comme ancré un truc. Moi, je suis une professionnelle du dessin. Heureux hasard. Ah ouais. Mais ce qui est déjà 14-15 ans pour des premiers boulots payés, en fait, c'est jeune, effectivement. Ouais. Bravo. Merci. Quelle carrière. Ouais, attention. Et ça fait que ton premier boulot payé, c'était déjà quelque chose qui soit lié, non pas à la musique, mais en tout cas à l'oralité. Il y a l'idée du conte. Ouais. Et donc, non, mais la musique, même, ton dessin a toujours... de barbarie. Ouais, c'est ça. Ton dessin a toujours été lié, en tout cas très rapidement ou très immédiatement, au son. Ouais, en tout cas, la musique, ça a été... la musique, ça a fait exister le dessin, parce que après, par la suite, du coup, je dessinais toujours comme une merde, mais on n'était pas très nombreux à dessiner. Donc, quand j'arrive un peu plus grande et qu'il y a des organisations de concerts ou des trucs comme ça, comme je dessine, on me dit tu fais une pochette, les affiches. Et du coup, ça permet de se prendre un peu au sérieux et de continuer en se disant on peut faire des trucs avec le dessin. Et justement, si on revient à l'enfance, comme pour le dessin, c'était quoi la musique, le son, l'éveil à la musique, il est parallèle au dessin? Ouais, non. Non. Aussi, quelque part, en fait, parce que peut-être que c'est arrivé que je suis pas précoce, quoi. Chez mon père écoutait de la cornemuse en bagnole, et ma mère, c'était un peu Brassens ou Barbara, ce qui me déprimait. Et ce qui fait que c'est assez tard que moi et je pense les deux premières cassettes que j'achète, c'est en même temps et c'est à la Fnac, et c'est Back in Black de AC/DC d'un côté et un album d'une chanteuse R&B des années 90 qui s'appelait Dana Dawson, que tout le monde a oublié. Et donc vraiment déjà un spectre assez large. Et j'y vais complètement à l'arrache. Et je comprends pas grand chose à ce que je fais. Je découvre Nevermind
vraiment après la bataille, Kurt Cobain est déjà mort. Ouais, non, c'était très foutraque. Je pense que jusqu'à ce que j'arrive à Nantes un peu après la vingtaine et que je rencontre des gens qui avaient une vraie culture musicale, c'était fait vraiment n'importe comment, cette histoire de culture musicale. J'en avais... Ouais, elle était très bricolée, quoi. Mais avec la culture musicale, il y a la culture du fanzine, dans lequel il y a des dessins possibles. Ça, tu commences quand même à collectionner des choses, à observer ce qui se fait autour. Attends, je l'ai pas. Que ce soit dans les concerts où tu vas, ou à partir du moment où tu mets le pied dans une scène, par exemple musicale, il y a souvent du graphisme qui va autour, du dessin, de l'illustration, du fanzine. Toute cette culture-là, elle arrive qu'au moment où tu arrives à Nantes? Ouais, je dirais ça, parce que ça arrive... Enfin, moi, de comprendre... organisation de concert, du coup toute la production d'affiches de concert qui va aussi avec les ateliers de sérigraphie, qui va aussi avec du fanzina, de gens qui font des affiches mais qui par ailleurs vont faire des zines. J'ai vraiment l'impression que c'est plus à Nantes que ça débarque, et que moi aussi je pense que j'ouvre un peu comment on dit, les œillères, où j'élargis un peu le spectre de trucs que je trouve intéressants, mais parce que pendant une période, moi, je lisais des mangas et je trouvais que les seuls dessins beaux, c'était des dessins de mangas. Donc, je trouve qu'il y a des gens... Enfin, par exemple, je travaille pas mal avec Damien, qui, j'ai l'impression, depuis très jeune, avait, je sais pas, une curiosité, un sens pour une esthétique... un peu alternative ou vraiment liée à la scène musicale, des trucs de collage, des trucs abstraits. Moi, j'y comprenais rien et j'ai mis du temps à comprendre et à me dire ah ouais, ok, ça peut être chouette. Du coup, il est jamais trop tard. Ah non, c'est sûr. Il y a toujours des choses à apprendre. Et donc, tu arrives à Nantes à la vingtaine, tu disais? Ouais. Ça correspond à un début de, entre guillemets, carrière. 2002, le piano deuxième tour. Tu y viens pour des raisons de travail ou J'y viens pour tenter de faire de la sociologie. Ok. Voilà. Et j'ai donc un DUG de sociologie. Un DUG, ça n'existe plus. Et après j'ai pas beaucoup fait d'études. Ouais. Et j'ai pas fait d'études d'art. Par contre, c'est le début du dessin de plus en plus présent pour accompagner les concerts que tu commences à organiser, que vous commencez à organiser. Ouais. Non, mais je pense que j'ai vraiment été une branleuse pendant des années. Et du coup, quand même 2004. Kitty Bong 2002. Ah, 2002. Mais je rejoins en 2004, je pense. Ouais. Du coup, Kitty Bong, organisation de concert, cette histoire de faire des labels. Et puis... c'est bizarre de raconter sa vie. Et il y a puis un peu de la bricole entre des tafs alimentaires, mais aussi des fois des commandes. Des fois, à un moment, j'ai eu une grande période où je faisais des trophées de têtes d'animaux en papier mâché que je vendais dans un restaurant brocante à l'île de Ré. Ça m'assurait un peu de pognon. Voilà. Mais tout ça, j'ai l'impression que donc je reste à Nantes jusqu'en 2011. Et après, je pars à Berlin. Et là, à Berlin, il y a un truc qui se cale vraiment. Et où là, ça va devenir un tunnel de dessin et de production et de sérigraphie. Mais c'est entre cette première période, elle est flottante. J'essaie de faire la révolution. Et pour revenir sur la question des lectures et tout ça, du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que tu peux dire, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé graphiquement dans ta manière de dessiner, d'approcher le dessin, la narration? Ou est-ce que c'est des choses que tu as construites un peu toute seule dans ton coin ou en discutant avec des rencontres? Là, on peut parler du présent. Ça sera plus simple. Alors non, clairement, mon dessin, il est...
je sais pas s'il y a du dessin pur ex nihilo qui sort de nulle part, et du coup il est ultra référencé. Et j'ai beaucoup été influencée par mes amis. Je pense il y avait toi tu vois Benjamin et Adélaïde qui dessinaient. J'étais super admirative de leurs dessins quand j'étais plus jeune, et je pense que j'ai essayé de faire comme eux plein de fois. Et mon avantage, je pense que j'essaye beaucoup de pomper les gens, mais j'y arrive pas. Du coup, ça me donne un style un peu personnel. Mais par exemple, récemment, Jesús Cisneros, un illustrateur espagnol dont je trouve le travail magnifique. Je suis même allée, il y a en ligne, on peut trouver un petit cours où pour, je sais plus, une vingtaine d'euros, on a accès à des vidéos. Je me suis dit, génial, je vais aller à la source, je vais prendre tout ce qu'il a à me dire, je vais essayer de faire pareil. J'arrive toujours pas. Mais et du coup, je pense Damien mine de rien, Damien n'a rien à voir avec ce que je fais, parce que quand je l'ai rencontré, il faisait du dessin, il faisait même du collage, des trucs très abstraits. Mais je pense dans une énergie et un rapport à l'esthétique. Et lui, c'est un très bon graphiste dans le sens il sait construire une image. Je pense qu'il m'a beaucoup influencé. Donc il y a des influences très proches. Geoffroy Piton, un peintre nantais, qui a aussi. Je regarde beaucoup ce qu'il fait. Du coup, ça me conseille. Ça, je pense, ça infuse mon travail. Et après, j'ai beaucoup regardé les sons noms. Beaucoup regardé d'enluminure médiévale, beaucoup regardé aussi les artistes qui disent, qui font pas de l'art là. Oui, l'art brut. Ouais. Oui. Comment il s'appelle le type, tu sais, qui dessine recto verso là? Tu vois? Qui dessine c'est très troublant. Non, pas lui. Lui, je le connais pas, j'irai voir. Bon, bref, c'est hyper. C'est vraiment beau et assez troublant, parce que du coup, c'est quelqu'un qui, je pense, très habité par. Je vais me perdre là. Non, je peux y aller ou vous me faites stop? Ah non, vas-y. On mettra un jingle si. Et qui va, du coup, il a un récit religieux en tête, mais il dessine des enfants, il dessine des petites filles. Voilà, Darger. Et du coup, pareil, j'ai regardé avec beaucoup de fascination, en sachant pas trop quoi en faire, mais est-ce que je pourrais en citer d'autres là? Beaucoup Lascaux, hein. Clairement, voilà, j'ai pris la base. On va aller direct au départ. Finalement, c'est pas mal. Lascaux spécifiquement, pas les autres. Non, Chauvet aussi. Non, en tout cas, tous ces vieux dessins où on a l'impression que c'est la même époque, et puis en fait, t'es là, ah oui, non, il y a 35 000 ans entre les deux, ok. Bon, ça n'a pas beaucoup évolué. Gros coup, j'adore Matisse. Oui. J'adore Matisse. Je trouve qu'il est gentil. Contrairement à Picasso qui est con. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais du coup, c'est intéressant parce que tu dessines un paysage qui est très vaste et très ouvert, et qui va de la préhistoire à des gens hyper proches, des amis. Et du coup, c'est... oui, il y a une curiosité, une générosité dans la façon de t'approprier, d'accepter ce que tu vois, ce qui t'est proposé. Ouais, à un moment, c'est ça, mais je pense que comme à un moment j'aimais que les dessins manga, à un moment ça s'est ouvert et c'était bien ça. Après, je me suis dit, j'ai qu'à apprendre. Et aussi avec ce truc d'avoir... j'ai l'impression quand j'étais plus jeune, autour de la vingtaine, j'avais une espèce de... Vous voyez la pédance de la jeunesse, là. Ouais. Quand on a l'impression qu'on a tout compris et nos goûts, c'est les meilleurs et les autres, c'est vraiment des gros nazes. Et je suis vraiment contente d'être sortie de ça et d'avoir un peu d'humilité. Et à plein de moments, je me suis retrouvée face à des choses que je comprenais pas, avec des amis, je pense, qui avaient un peu plus, je sais pas, de toucher, qui étaient là, ouais, ce truc-là est trop beau. J'étais là, bon, je vais rien dire pour l'instant. Je vais attendre 2-3 mois et peut-être à un moment, je vais comprendre. Et maintenant, j'essaie. Ouais, je pense que je suis un peu plus me dire, ah tiens. Voilà. Okay. Je finis pas mes phrases. On écoute un jingle. Ah ouais. Au hasard. Vas-y.
Ça vient. Ça s'enchaîne. Bon, j'arrête là. On peut ? C'est donc un extrait du disque de Papaye qui s'appelle Welcome to the Jingle. Vous apprécierez le jeu de mots. Et donc ce sont que des jingles, donc on s'est dit que c'était pratique pour rythmer un peu notre conversation. Et c'est donc publié sur le label Kitty Bong et c'est une pochette signée Marion Jdanov. Non, pas du tout. Palfroy, pardon. Palfroy qui est donc le duo que tu fais avec Damien, on va y revenir. Et je voulais quand même revenir 2 secondes sur la création du label Kitty Bong, sur cette pochette aussi, dont tu disais qu'elle représentait beaucoup de choses. Tout ce qu'il ne faut pas faire, visiblement. Bah, vous voyez, quand on disait la pédance adolescente, là. Donc ça c'était dans les débuts. Transpanda, c'est le 2e album de Room 204, et c'est parmi les premières publications de Kitty Bong, donc on est à l'orée des années 2000. Tu fais la connaissance des frères Chalery, qui sont une sorte de mafia nantaise de la musique, et dangereux. Et avec qui tu collabores pour le label, pour les soirées, les organisations de concerts, et donc le graphisme, le dessin qui va s'installer. Alors finalement, il n'y a pas tant de pochettes que ça sur l'histoire de Kitty Bong sur 20 ans que tu signes, mais il y en a quand même quelques-unes, dont celle-ci. Alors explique-nous pourquoi elle est... Alors, elle est un exemple. Ouais. On n'a pas mis le CD. Le CD avec Emric, ici présent, on avait fait des pandas en pâte fimo qui faisaient de la batterie. De la batterie. Et qui était prise en photo. Mais du coup, c'est Les Potagers Nature, un label bordelais dont on était ultra admiratifs, parce qu'à l'époque où c'était pas le retour du vinyle, eux ils faisaient uniquement du vinyle. Les disques étaient à prix libre, non, ils étaient juste méga pas chers. Ah, ils étaient, ouais. Et Les Potagers Nature proposent de faire la sortie vinyle, donc je pense que tout le monde était flatté, non, c'est pas flatté, enfin, ouais. Enthousiaste. Tu veux pas venir? Ouais, hyper enthousiaste, hyper content. Et ils nous disent, ouais, on va faire, du coup, c'était pochette sérigraphiée. Et moi, on savait pas ce que c'était que la sérigraphie. Et ça me fait vraiment rire quand je vois, parce qu'après, j'ai fait beaucoup de sérigraphie. Et voilà, bon, ça, c'est même pas un super bon exemple, mais je sais pas, ça, c'est de la sérigraphie. Il y a du gros aplat, il y a de la couleur. Et du coup, on fait cette pochette, enfin, je fais cette pochette déjà avec cette superbe influence manga noir et blanc, alors on n'y comprenait rien, quoi. Et du coup, elle me fait vraiment rire, parce que c'est la première fois que je fais un truc en sérigraphie, et c'est vraiment, ça ne sait pas se servir, enfin, ça comprend rien à la technique, ça sait pas ce que c'est, et ça fait un truc, assez moche, hein. Voilà, ça me fait rire. Bah, c'est en ratant des trucs qu'on progresse, non ? Aussi. Ouais, je suis pas sûre que j'avais compris que c'était raté à l'époque. Ah, pardon. Enfin, en tout cas, t'as pas refait. Non. Ouais. Le rapport à la musique, de fait, donc via Kitty Bong, il va prendre beaucoup de place. Est-ce que ça stimule le dessin ? Est-ce que ça prend trop de place et à un moment ça t'empêche d'avancer dans le dessin ? Parce que tu disais après que plus tard, une fois que tu vas t'installer à Berlin, là, il va y avoir un tunnel de dessin. Tant que tu es dans cette période nantaise, donc on va dire 2000-2010 pour aller vite, c'est quoi l'équilibre entre musique et dessin ? De toute façon, Kitty Bong, c'est toujours Emric qui a travaillé dans ce label. Donc c'était quand même un peu
à côté, enfin non, je pourrais pas dire comme. J'ai l'impression de ne pas avoir été. Je suis pas musicienne moi du tout, donc c'était. Attends, je vais pas me sortir de cette question. Je crois pas que l'activité que j'ai pu avoir autour de la musique ait pu à un moment m'empêcher de dessiner, à part peut-être de boire trop de café au bar avec les copains, mais c'est pas exactement pareil que se consacrer à fond à un label, faire des distros et des trucs comme ça. Mais dans la dynamique, ça veut dire qu'au contraire, du coup, si ça n'empêche pas, la musique crée une stimulation pour le dessin, ça te donne envie de dessiner, tu te dessines un peu tout le temps en musique, tu as un carnet avec toi quand tu vas dans un concert, etc. Non. On va pas se mentir. Ben non. Hein. J'ai essayé à un moment, quand c'était l'époque des blogs, à un moment, je dois avoir dans des carnets, j'ai essayé après de faire des reportages de concerts, mais j'ai dû en faire 4 et c'est resté dans mes carnets parce que c'était pas génial. Et non, et à l'heure actuelle, par exemple, si quand je dessine, j'écoute des podcasts, j'écoute peu de musique. Enfin, ça arrive, mais c'est pas. Je vais plus écouter des histoires que de la musique. Vas-y. Tu penses que c'est parce que la musique prend trop de place et que tu poses le crayon et en fait t'écoutes ? Non, justement, je pense que ça me concentre pas assez. Okay. Que quand on me raconte une histoire, je peux plonger et j'écoute l'histoire et du coup je peux suivre cette histoire pendant plein de temps. La musique, si quelque part elle peut prendre trop de place dans un truc où c'est trop bruyant, où ça va être, je sais pas le bon rythme cardiaque. Mais ouais, je pense que qu'il y a soit des moments où je suis en train de chercher, dans ces cas-là, il me faut du silence, et le moment où c'est un peu sur des rails, dans ces cas-là, je vais avoir tendance à écouter des histoires. Dans le cas concret de pochettes de disques, comme celle-ci de Piano Chat, ouais. Comment tu travailles, si tu te souviens de l'élaboration de tout ça ? Est-ce que le principe de base, c'est j'écoute jusqu'à la nausée presque le disque pour complètement imprégner plein d'idées qui pourraient venir, et ensuite le dessin arrive, tu dessines pendant que tu l'écoutes, tu laisses infuser, t'as pas besoin d'écouter le disque parce que tu connais déjà par cœur, ou est-ce qu'il y a... Alors, il y a peut-être pas de méthode, c'est peut-être différent sur chaque disque, mais est-ce qu'il y a quand même un lien direct ? Non. Enfin, je dis ça parce que, par exemple, je ne connais pas cet album par cœur. Je pense que je connais aucun de ces albums par cœur. Et là, je pense que c'était plus une discussion avec, du coup, Marceau de Piano Chat, de un peu qu'est-ce que tu as envie, des petites, enfin, et de trouver quelque chose qui colle à peu près. Et je pense le papa, il est un peu plus parlant. Enfin, c'est lui là, mais qu'on a fait avec Palfroy, et du coup avec Damien, on s'est répartis recto et verso. Du coup, c'est Damien. Et ça, moi, j'ai l'impression que pour le coup, J'ai le droit de le décellophaner ? Non. C'était pour la caméra ? Ouais, ok, j'ai le droit. Vas-y. Et où là, il y a peut-être plus un lien direct avec la musique. En fait, ça, c'est aussi un peu vieux, non ? Tu vois une date ? Bon, on va pas y passer 8 ans. Dans les disques Kitty Bong, ils ont pas... Ouais, 2013. Je pense... moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir une sorte de maturité un peu tardive, et où que ce soit ça, même le tachycardie. Le tachycardie, on l'a fait avec JB ensemble. Ouais, putain, c'est plus facile parce qu'il y a déjà le trou. Et où là, il y a plus un rapport avec la musique. Le Piano Chat, je me rappelle pas.
J'ai l'impression de pas m'en sortir de cette question. Non, si, tu t'en sors très bien. Ça dépend de chaque projet, ça dépend des rapports que tu peux avoir avec les musiciennes ou musiciens qui font les groupes. Ouais, carrément. Mais par exemple, là, récemment, j'ai fait une pochette pour un disque qui va sortir. Et pour le coup, là, je me suis vraiment pris la tête parce que c'est un groupe qui reprend à sa sauce de la musique dite hawaïenne, mais où c'est la musique hawaïenne, c'est des strates et des strates de colonialité. Et où ce qu'on associe au son hawaïen, c'est déjà des trucs qui ont été rebouffés par les États-Unis, avec des grosses carrières via le music hall et tout ça. Et du coup, là, par exemple, moi, j'ai essayé... moi, j'étais un peu... J'avais à la fois envie de faire cette pochette et à la fois, j'étais pas complètement... un peu emmerdée avec la musique. Et du coup, j'ai essayé de faire une pochette qui reprenne... qui mettent un peu en avant cette histoire coloniale, ou en tout cas d'essayer de pas tomber dans un truc, de pas faire des cocotiers, quoi. Par exemple, j'ai fait des sapins. et d'essayer d'avoir, pour le coup, une pochette un peu j'ai essayé d'être un peu intelligente avec ma pochette. Mais je pense qu'avec Piano Chat, je vais pas chercher à être intelligente. D'accord. Mais c'est con, je peux pas vous la montrer parce qu'elle est pas sortie. Ben, on attendra. Elle sort bientôt. Novembre. C'est long, hein. C'est novembre. Ouais, mais en discutant avec Henri en préparant, on se demandait dans quelle mesure effectivement la musique pouvait nourrir ton dessin, le côté rythmique, le rapport au corps, à la danse, même si là, sur cette pochette-là qu'on voit justement, il y a un rapport à la danse assez évident. Et on pense à Matisse, effectivement. Mais du coup, au final, ce que tu nous racontes, c'est que c'est pas la musique elle-même qui nourrit le dessin, mais des choses à côté, les discussions, le concept de l'album, comme sur l'idée de la musique hawaïenne. Enfin, c'est pas seulement la musique, le rythme, la pulsation, les sonorités qui vont nourrir le dessin. Ouais. Je pense que c'est pas. J'ai l'impression que la musique, ça existe vraiment, vraiment fort dans ma vie. Que j'en écoute plein, que c'est un truc qui est présent. J'aime bien trouver des nouveaux trucs, j'aime bien écouter de la musique. Mais je pense que c'est pas... Il y a peu de simultanéité avec le dessin. Parce que... mais que, par exemple, je pense que je vais finir par y aller dans votre question. Jeudi soir, on était à un concert au Jardin C qui était super. Une personne qui s'appelle Spencer Clark et qui faisait de la musique. Pour moi, c'était très narratif. Et du coup, hop, j'ai regardé le concert et j'ai emmagasiné plein d'images. Je me suis dit, ces images, je vais m'en servir parce qu'on dessinait ça là le lendemain. Et du coup, le dessin dont on voit rien parce que c'est la minute de silence, donc il faut être très très proche pour voir quelque chose. Le truc blanc là-bas. Si on se rapproche, il y a des images, et ces images, elles viennent de ce concert. Ou en tout cas, elles ont été fabriquées pendant ce concert. Mais ça va être... je pense qu'il n'y a pas un truc direct forcément de danse. Surtout sur petit format. Je pense sur grand format, ça peut marcher un peu, mais des fois, c'est un peu casse-gueule. Mais ça va plus être comment la musique va fabriquer des images dans ma tête et qu'ensuite je vais les ressortir. Oui, ok. Je vais me persuader que c'est un peu intéressant que ce que je raconte. Oui. Ça l'est parce que tu savais aussi que tu devais faire cette contrainte pendant le festival Fumetti, donc le Charivari que vous voyez ici, qui est les 11 artistes invités du festival ont produit une image à partir d'une contrainte plutôt musicale. Tout est décrit en cartel, en ouverture de cette micro-exposition. Et donc tu avais, toi, la minute de silence comme contrainte, en reprenant un élément de l'affiche que Gwenola Carrère a fait pour le festival. Donc peut-être que, consciemment ou pas, jeudi soir au Jardin C, tu as accumulé des idées en sachant que ça allait te servir très rapidement. Et
je crois savoir, quand on préparait un peu cette rencontre ensemble, que tu disais n'être pas spécialement à l'aise avec l'idée du dessin en live comme ça, en peu de temps, enfin sous contrainte. Que c'est pas exactement ton rythme. Je pense que j'avais rarement fait ça, ouais. Bon, après, ça s'est très bien passé. Mais c'est surtout que j'étais un peu emmerdée parce qu'il y avait, c'était une minute de silence et j'avais 2 heures et j'étais là. Moi, je peux le régler en 10 minutes, le truc, si je veux. Et du coup, j'avais envie de trouver une astuce pour pouvoir tenir 2 heures. Et pas faire. Ouais. Parce que après, j'avais dit à Thomas, bah, peut-être je peux en faire plein, puis on en choisit un. Il dit, ah bah non, parce que du coup, il va falloir trouver une technique pour les mettre tous. J'étais là, Du coup, j'ai trouvé cette astuce de faire un truc où on voit rien. Les gens pensaient que je faisais semblant de dessiner. Mon éditeur, l'autre, est venu me voir et dit, ah, tu dessines vraiment? En fait, j'ai cru que tu faisais semblant. Donc, je me suis dit, ça marche. C'était une bonne contrainte. Et ça veut dire aussi que, pour rejoindre cette idée tout à l'heure où tu disais non, tu n'as pas, ou même si tu as essayé, tu n'as pas de carnet où tu dessines en live, où tu prends des notes ou quoi, tu travailles surtout sur le résidu mémoriel. Il y a des choses qui s'emmagasinent plus ou moins consciemment, et au moment où tu dois dessiner quelque chose, des images reviennent, se tordent, se transforment. Eh ben, figure-toi que je me suis envoyé un mail pendant le concert avec les idées que j'avais eues, en me disant ça c'est un coup, est-ce que j'oublie? Demain, il faut que quand même j'ai un peu des billes dans mon sac. Du coup, non, les prises de notes, je peux faire. Avec des mots-clés, quoi. Ouais, bah là j'ai mis gens qui plantent des clous dans des coussins. En me disant, ouais, c'est super. Hein. Je veux dire, tu n'as aucune note graphique, pas un petit dessin vite fait. Ouais. Non, pour le coup, ça, je devrais y arriver. Et après, j'avais une gomme. C'est systématique la prise de notes ou c'est parfois? J'adorerais te dire, mais oui, je note énormément mes rêves. Non, en fait, non. C'est pas du tout systématique. Oh là là, le mauvais élève. C'est pas grave, il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, ce que je fais souvent, c'est que si j'ai envie de dessiner, mais je sais pas quoi dessiner, je me dis bon, alors on va faire la bonne technique de l'anecdote du quotidien. Et du coup, là, j'ouvre mon carnet et je lise des trucs en me disant ah ouais, ça peut être une situation marrante à dessiner, ça peut être une situation marrante. Et du coup, je liste. Et ensuite, je dessine. Et des fois, dans ces cas-là, je passe par une étape un peu brouillon, ou type post-it, pour me dire « Ah ouais, ça pourrait être comme ça ». Mais très souvent, je passe de note de situation ou titre, où je me dis « Ah, je sais pas ». Oui, bah, ça aurait pu être, par exemple, là, j'aurais pu faire le bricolage silencieux. D'ailleurs, on sent que j'ai pas fait le travail parce que j'ai pas fait les décliner suffisamment. Au bout d'un moment, j'ai fait la perceuse, la scie et le marteau, je suis à bout. Un tournevis, ça fait pas trop de bruit, bon. Mais je passe souvent écrit et puis direct dessin ensuite. Si, des fois j'ai des étapes de brouillon, quand même. Mais il est pas là, mon carnet. Tu en as pas là, ouais. Il est dans mon sac à dos. Tu veux voir des étapes de brouillon? Tu veux aller chercher ton sac à dos? Je peux aller voir ce que j'ai, parce que ça, c'est trop abouti, je pense. Parce que là, c'est... Ouais. Non, là, ça a bossé, là. Ouais, c'est quand même un carnet. Ça, c'est moche. Ah, ouais, hop. Ça, c'est raté, c'est marqué. Vous le verrez pas. Ah si, ça, c'est un peu du brouillon, quand même. Voilà. Si, bah ça, typique. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ça n'existe pas trop plus loin. Enfin, mais ça, par exemple, c'est comme des petits brouillons de scènes que potentiellement peuvent être un peu développées avec plus de soin plus tard. Voilà. Quoi? C'est cheval. On peut passer au livre, ouais. On peut mettre un... Ah ouais, bah là, je serais meilleur, je pense. Ouais. On met un petit bout de tachycardie, comme ça, pour voir. Ça nous fait une petite transition.
Bon, c'était un petit bout de tachycardie. Pour la transition, je me disais qu'on pouvait parler de ce livre-disque qui a été coédité par Kitty Bong, c'est La colonie de vacances. Double vinyle qu'il faut jouer en même temps avec 2 platines si vous voulez. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et là, il y a ton travail, à la fois toute la mise en forme de la pochette en général, plus un récit à l'intérieur. Avec ce petit projet de livre à la con, La colonie de vacances dessinée à 4 sur de la musique à 4. C'est un peu un livre 10, ça nous permet de faire une transition avec les livres, parce qu'il y a quand même un projet éditorial fort sur celui-ci. Sur la colo ? Ouais. Et ouais, ils étaient marrants. Ouais. Déjà, faire un disque de la colo, je suis très forte d'un coup, non ? Non, c'est pas grave. Faire un disque de la colonie de vacances. Donc pour les gens, la colonie, c'est 4 groupes qui jouent en... Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe ? On a un problème. Il y a un serpent dans la salle. Mince, c'est pas grave. Donc c'est 4 groupes qui jouent sur 4 scènes en même temps avec un système quadriphonique avec le public au milieu. Du coup, c'est avant tout une expérience live, comme on dit, et c'était assez bizarre de figer ça sur scène, sur disque, où ça ensuite c'est écouté avec 2 enceintes et avec pas du tout ce truc marrant d'avoir 4 groupes qui jouent en même temps et du coup je pense j'imagine Super Loto qui avait eu cette envie de quand même essayer de faire un disque et du coup d'inviter 4 personnes qui font du dessin à faire un peu pareil que les musiciens et musiciennes, à savoir dessiner ensemble et séparément. Donc il y a je crois qu'on a une partie chacun et il y a une partie centrale, je sais pas où c'est. Ouais, une partie. Non, ça c'est Double Bob. On va pas s'en sortir. Une partie centrale où c'est un peu tout mélangé. Ah voilà. Là, et où du coup il y a un peu tout le monde en même temps. Ah oui, pardon. Voilà. J'ai pas répondu à la question. Si ? En gros, est-ce que c'était un projet... Enfin, c'est différent d'une simple pochette de disque, on est d'accord, ça devient un objet livre et un objet disque. Tu y participes de manière... alors, c'est à la fois un travail sous contrainte, peut-être. En tout cas, il y a une contrainte forte, il faut bosser à 4 pour rejoindre justement ce qui se passe avec le groupe, avec les groupes. Voilà, c'était juste pour savoir un peu comment tu avais bossé là-dessus et est-ce que c'était une étape particulière dans ton travail ? La réponse est non. Ouais, j'ai l'impression que la réponse est non. C'était marrant parce qu'on a quand même fait... Enfin, en fait, c'était marrant et pas marrant, c'est que on a... Pour bosser sur le livre, ils se sont dit on va faire une résidence de dessin, mais en suivant le groupe en tournée. Du coup, on les a suivis sur 4 dates, comme ça, avec nos petits crayons. Et sauf que le dernier jour, c'était le Bataclan. Alors, ça a cassé un peu l'ambiance. Et du coup, il y a eu quelque chose un peu de... Enfin, et je pense que mon rapport à cet objet, il est aussi lié à ce truc de faire une tournée, dessiner, essayer d'arriver à 4 là, à se trouver. Et où en même temps, le moment où on est vraiment ensemble, c'est ces 4 jours, mais ça se termine du coup avec pas mal d'inquiétude et de tristesse. Et ensuite, toute la partie éditoriale, elle se fait à distance avec la matière qui a été créée plus ou moins à ce moment-là, mais on se retrouve à chacun créer nos parties en séparé. Du coup, ça faisait pas... Enfin... je sais pas comment dire ça. Il y a ce côté, je pense, collectif qui était l'intention de départ. Il a peut-être pas complètement fonctionné. Même si, en fait, par ailleurs, après, j'ai fait des trucs et avec Python et avec Double Bob. Donc, ça a créé des rencontres. Très bien. Voilà, on va poursuivre alors justement sur les rencontres, mais en passant d'abord par peut-être les 2 gros morceaux de cette rencontre, c'est-à-dire les livres Guerre tout d'abord, puis Bagnode. Oui, parce que
tu as sorti, coédité par Grand Aigle et Super Loto, il y a 2 livres qui sont sortis en 2019 pour Guerre et en 2023 pour Backnode. On en parlera après. On passera peut-être un peu plus vite sur Guerre pour se concentrer plus sur Backnode, parce que comme il y a l'expo à côté, je me dis que ça peut être intéressant de parler de Backnode. Mais de toute façon, il faut quand même qu'on parle des 2 livres, parce que ces 2 livres qui sont de la même famille, ce sont ces 2 recueils de dessins qui sont narratifs, mais sans qu'il y ait vraiment un récit tout du long. Je ne sais pas d'ailleurs, toi, comment tu qualifies ces livres? Ou ma méthode de narration, parce que j'ai trouvé une super formule, c'est les méthodes de narration décousues. Ouais, très bien. Oui, ça correspond assez bien. Ça fait chic. Hein. Ouais. Ça planque un peu le défaut de scénario. Alors, Guerre, c'est un livre qui a un propos assez singulier et assez puissant. Je te propose de lire une partie, quelques extraits de l'avant-propos que tu as écrit qui pose le décor, si ça te va. Toi, tu vas lire ça? Ouais, ouais, vas-y. Allez. Alors, en novembre 2016, alors que nous pensions que son cancer du sein avait rendu les armes, mon amie Pauline apprend qu'il s'est en fait faufilé dans son cerveau, qu'elle doit retourner se battre. Terrifié, je cherche des stratagèmes pour tenter de couvrir tous les plans thérapeutiques possibles, même ceux franchement mystiques. J'habite loin et j'ai envie d'avoir un moyen d'être proche d'elle, de pouvoir la soutenir au quotidien. J'ai donc la brillante idée de lui envoyer mensuellement assez de dessins pour qu'elle puisse en brûler un par jour, jusqu'à guérison complète et totale. Ça a raté. Tout est allé de travers. Elle n'a rien brûlé du tout, elle s'en est même fait tatouer un. Nous avons décidé de faire publier Guerre quand la guerre serait terminée. Et donc, voici effectivement le livre avec tous les dessins qu'elle n'a pas brûlés. Et pour commencer, tu as sorti le fanzine Baston. Est-ce que tu l'as commencé avant ou est-ce qu'il a été fait en parallèle? Baston, c'est avant. Ouais. Baston, à la fin, c'est la rémission. Et du coup, normalement, c'est gagné après Baston. Et quand le cancer est revenu dans sa tête, on s'est dit, bon, bah là, c'est plus la Baston, c'est la guerre. C'est pour ça que Guerre s'appelle Guerre, qui est un choix de titre que je trouve... qui fait très sens dans notre correspondance à Pauline et moi, et comment on est passé de Baston à Guerre, qui, avec un point de vue plus large, je suis pas... je trouve que ce titre est critiquable. Mais voilà, c'était mon lien avec Pauline, donc j'ai pas beaucoup réfléchi. Vu que moi, quand je lui envoyais mois par mois des petits tomes, et ça s'appelait... en référence à Baston, ça s'appelait déjà Guerre. Ouais. Mais... Okay. Et du coup, ça c'est aussi pour ça que au tout début de Guerre, on trouve des petits personnages qui ressemblent aux personnages de Baston. Ouais, parce qu'effectivement, dans Baston, c'est le chevalier Pauline qui se bat contre le dragon cancer. Et c'est le genre de métaphore qu'on voit filer dans certaines pages de Guerre, effectivement. Je pense que ça va être plus au début, parce que là, on a déjà l'annonce des couteaux. Mais ouais. Il va y avoir un peu le côté médiéval. Mais je pense au tout... Oui, voilà. Ça reprend... Ça reprend Baston. Ouais, complètement. On est reparti. Et je me demandais comment tu as travaillé tous ces dessins, parce qu'en fait, là, je sais pas si on voit à la caméra, mais je sais pas comment... En tout cas, les gens dans le public peuvent le voir, il y a plusieurs centaines, je sais pas combien, 400, 500 pages en tout. 10 mois x 30, ça fait genre... non, il doit y avoir 300 quelques dessins. Ok, et donc c'est des dessins que tu faisais tous les jours, que tu faisais au quotidien, comment tu as travaillé, comment tu as dessiné, parce que d'une certaine façon, il y a donc certaines métaphores que tu files, la question de la guerre, il y a tout un rapport aux animaux qui peuvent être qui peuvent symboliser des choses violentes, ou la panthère noire qui est à la fois
agressive et qui soigne. Il y a tout un rapport au corps qui peut s'assimiler à des montagnes, à des cailloux. Il y a comme ça plusieurs fils que tu tires au long de tous ces dessins. Et du coup, tout ça t'envoie 31 dessins par mois à Pauline. Et donc, oui, voilà. C'est quoi comment tu les dessines, comment tu travailles tout ça? En fait, je fais souvent une fois par mois et des fois en une ou plusieurs sessions, je fais les dessins pour le mois à venir. Du coup, je lui envoie des petits paquets. Et je pense que Guerre, je commence à comprendre ce que je fais, je sais pas, peut-être au bout de 3-4 mois, parce qu'au début, c'est le bordel, je fais un peu tout et n'importe quoi. J'ai une adresse très claire parce que j'écris à Pauline, donc je lui envoie des blagues, mais à des moments, je lui envoie aussi des dessins. Enfin, le but, c'est que ça soit brûlé, donc je lui envoie des dessins brûlables. Je sais pas, moi. Ouais, ça, on s'en fout, en fait. Enfin, je veux dire... puis après, j'essaye un peu d'autres trucs. Là, par exemple, j'essaye désespérément de dessiner un auroch, et ça marche pas, parce que là, on dirait quand même une grosse chèvre. Mais au fur et à mesure que la correspondance s'installe, je comprends, ça devient vraiment une correspondance et où je comprends aussi que je me rends compte qu'il y a certains dessins où j'ai un peu plus une forme d'intuition, de mise en image. Enfin, moi, j'essaie, je sais pas, à un moment, je pense que j'essaie de mettre en image ce que j'ai l'impression qu'elle traverse. Bon, grammaticalement, c'est un peu foireux, mais ça marche. Et je me rends compte qu'à des moments, elle les montre à d'autres gens, comme un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Et là, et aussi, moi, je vais la voir. Enfin, du coup, on est un peu plus en lien. Et du coup, dans la deuxième moitié, il y a quelque chose qui est plus de tenir un journal de ce qu'elle traverse, ce qu'on traverse, aussi les questions que je me pose sur c'est quoi entourer quelqu'un qui va mourir et comment on fait en fait, comment on est toute une bande d'amis autour, est-ce qu'on la soutient, est-ce qu'on est des boulets, enfin voilà, et toutes ces questions-là, je vais essayer de lui faire des propositions de mise en image de ce qu'on est en train de vivre, et des fois en ayant un peu l'audace de dire j'ai l'impression que tu vis ça, est-ce que ça te parle, est-ce que ça correspond Oui, c'est intéressant parce que c'est un exercice un peu particulier parce qu'effectivement, je trouve que ça se voit à la lecture, le côté journal intime, mais en même temps, c'est pas un journal intime que tu fais pour toi, c'est un journal qui est en dialogue, qui est avec quelqu'un d'autre, et du coup, c'est une forme singulière et qui donne à chaque image un poids particulier, parce qu'évidemment, nous lecteurs qui sommes pas dans votre intimité, il y a tout il y a cette épée de Damoclès qui pèse sur chacun des dessins, en fait. Il y a un certain nombre de dessins d'ailleurs dans lesquels il y a le motif de l'épée de Damoclès qui revient régulièrement. Évidemment, là je le trouve pas, mais vous comprenez l'idée, quoi. Ouais, il y a pas mal de couteaux, mais oui. Attends, ouais, non, il n'y avait pas de question, vas-y. Non, en fait, c'est vrai que c'était pas une question, ouais. Non, c'était un commentaire. En fait, je sais pas, j'ai pas de question particulière là-dessus. Si ce n'est peut-être que, comme c'était adressé à Pauline et que c'était une correspondance entre vous deux, forcément intime, j'imagine qu'à aucun endroit tu imaginais que ça puisse être publié un jour. Ou en tout cas, si c'est arrivé, est-ce que c'est parce qu'elle-même avait commencé à montrer les dessins ? On en a parlé. Enfin, du coup, sur la fin, je sais que que à sa mort, je vais essayer de trouver une maison d'édition. Et parce que, mais je pense que c'est marrant, c'est comme un double binding, comme on dit ça, un double engagement où à la fois
je pense qu'il y a la question des traces qu'on laisse, et du coup, voilà, ce livre, c'est de manière indirecte aussi une trace qui parle de Pauline, et du coup, quelque part, une trace qu'elle laisse. Mais je pense que c'était elle aussi un truc de me coincer en me disant ok, tu vas arrêter de faire des fanzines et de la micro-édition, puis tu vas chercher un éditeur, parce qu'en fait moi il n'y a pas moyen que tu me fasses en photocopie. Et du coup j'étais là, ouais, ok. Et puis Pauline morte, t'as pas envie de rigoler avec elle, donc tu fais ce qu'elle te dit. Et du coup je pense qu'elle m'a aussi coincé là-dedans. Parce qu'il y a comme une forme de paradoxe, des dessins créés pour être détruits, brûlés, oui, qui finalement vont être édités, et c'est une œuvre importante, du coup, qui montre ton travail à un plus grand public, ouais, rapidement. Donc c'est presque l'inverse de la proposition initiale, ouais, ce qui pourrait amener une réflexion sur la volonté de contrôle ou pas de ce qu'on publie, et de comment une œuvre fait sens, enfin voilà, entre des dessins que tu voudrais réalisés de plus ou moins de belle manière, en tout cas que tu voudrais maîtriser jusqu'à un certain point pour les publier, et ceux que tu as fait pour d'autres raisons et qui finalement vont être un livre important. Ce n'est pas une question, mais... Ouais, j'ai fait un livre par hasard, tu veux dire? J'ai pas dit ça exactement. Non, mais... je le prends pas mal. Hein. Mais en tout cas, c'est un endroit où ça t'a échappé. Il y a quelque chose du lâcher-prise. Ouais. Mais je pense que je me trixe toujours pour... Enfin, c'est quelque chose de... J'essaye toujours de faire pour pouvoir faire les trucs et pas être paralysée. Il y a toujours un moment où je vais faire... il va y avoir une adresse, je vais faire un livre pour un copain, ou ça va être, ou me dire c'est juste une étape, mais parce que je pense que si je me mets à me poser la question de la maîtrise et du contrôle et du fini, je fais rien. Après, je suis en boule sous une table en me disant je suis qu'une merde. Du coup, comme la première image qu'on a vue. Ouais, voilà, faut gruger, quoi. Tadam! Après-guerre, il faut continuer, ce qui, j'imagine, n'est pas forcément facile. Enfin, je suppose que tu continues de dessiner tout le temps, mais la publication de guerre a été un événement, j'imagine, et pour toi, et puis il y a eu quand même pas mal d'échos de ce livre. Est-ce que ça se pose cette question-là aussi de comment continuer, quoi faire après ? Ouais, parce que tu fais pas guerre 2, t'attends pas qu'un autre pote à toi ait une maladie mortelle, sinon ça devient un peu lourd. Mais non, mais c'était super de faire guerre parce que en fait, on a fait, enfin, je sais pas pour toi comment tu l'as vécu, Emmerich, parce que Emmerich, c'est aussi un ami de Pauline et il était co-éditeur. Mais moi, j'ai eu l'impression du coup que comme faire des trucs avec les morts, c'est une super façon de faire le deuil. On s'est beaucoup occupé de Pauline. On avait des grandes angoisses quand il fallait choisir la couleur de couverture. On se disait oh là là, est-ce que ça va lui plaire ? Elle va nous pourrir. Donc c'était chouette. Et après, c'était comment je passe de guerre à Bagnode ? Il se passe du temps entre. Parce qu'il se passe genre au moins 3-4 ans. Ouais. Guerre, c'est 2019 et Bagnode, c'est 2023. Ouais, mais du coup, Guerre, les dessins, c'est 2016-2017, ouais, quoi. Et ça, c'est plus... je sais pas, je dois commencer en 2020, 2021, un truc comme ça. Non, j'avais un nouveau problème. Ouais. Oui, parce que là, autant Guerre, d'une certaine façon, s'adresse à Pauline, autant c'est un dialogue avec Pauline. Bagnode, j'ai l'impression que c'est plutôt un dialogue intime, un dialogue avec toi-même, d'une certaine façon. Je peux lire une partie de l'avant-propos, encore une fois. Vas-y. Alors, trouver des chemins par lesquels je peux aller vers d'autres corps avec curiosité et enthousiasme. Je me suis bricolé un livre érotique que je peux regarder sans me sentir coincé. Dans la rencontre avec un autre corps, et ce, même au sein des relations incroyablement belles, respectueuses et infiniment chouettes, je me sens trop souvent envahi par des images que je n'ai pas choisies. Des manières d'être en corps à corps qu'on ne m'en a pas proposé 36.
Il y a un petit côté à prendre ou à laisser. Bon, très souvent, j'ai laissé. Ce qui veut dire aussi délaisser les corps de gens. Et ça a rongé, fissuré, fait éclater nombre de liens amoureux. Et donc, ce livre est aussi un recueil de dessins qui est structuré en différents chapitres. Alors, il y a une très longue introduction qui est assez rigolote, mais là, on ne va pas prendre le temps de tout lire. Il y a différents têtes de chapitres. Chacune a une clé qui... Trousseau de clés. Ouais, et qui me fait penser comme ouvrir différentes portes, soit à l'intérieur de soi, soit sur un chemin thérapeutique, parce qu'il y a quelque chose de ça dans ce livre, j'ai l'impression. Ces différents chapitres sont comme autant de problématiques ou de points que tu aimerais traiter ou que tu aimerais travailler, sur lesquels réfléchir par le dessin. Il y a des choses... quelques titres de chapitres, par exemple, il y a partir des os pour arriver à la peau, il y a quelques dessins de nus, il y a se débarrasser des cathédrales qui parlent de la question de la sacralisation, il y a un interlude très rigolo avec la danse nuptiale des tractopelles. Donc il y a une forme à la fois assez libre, mais quand même un discours relativement structuré. Et donc, je me demandais dans quelle mesure la structure était prévue à la base, si c'était quelque chose qui était réfléchi ou si c'est venu au fur et à mesure de... Si tu as fait les dessins, puis après tu les as reclassés dans des familles, dans quel sens ça s'est construit tout ça ? Non, ça j'avais des listes pour les chapitres. En fait, j'ai fait vraiment fameuse liste de carnet. Ouais, j'avais. Et cette liste, elle était émouvante. Et puis il y a des trucs que j'ai virés, des trucs que j'ai remis, mais j'avais comme je me construisais un peu une boîte, mi-trousseau de clés, mi-boîte à outils. J'avais des chapitres. Après, des fois, c'est le montage au sein des chapitres pour. Parce que comme c'est de la narration décousue, en fait, on peut mettre tous les dessins dans n'importe quel ordre et ça raconte pas exactement la même chose. Donc, à un moment, je me suis dit, je pourrais bosser avec une monteuse, ce serait super. Et après, c'est par contre l'organisation à l'intérieur de ces chapitres est un peu l'ordre des chapitres où je me suis... Mais je crois que ça a pas trop bougé. J'ai fait quand même plus ou moins un truc à peu près chronologique avec quand est-ce que, selon les thèmes que j'abordais. Et ce qui me frappe dans ce livre-là, et comme dans Guerre, c'est que tous les deux, j'ai l'impression que c'est des livres qui sont construits sur des rituels. Dans Guerre, il y a le rituel de faire des dessins qu'il faut brûler. Et là, c'est un j'y vois une forme de rituel aussi dans l'exploration de soi, dans le fait de chercher des formes qui peuvent te parler, te construire un récit, puisque j'ai l'impression que c'est quand même à la base pour toi que tu l'as fait. Alors, rituel, je sais pas. Mais par contre, le dessin, en fait, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que je me suis dit... je voyais ce lien super fort entre toutes les injonctions qu'on peut avoir dans des trucs d'intimité, de sexualité et les trucs de dessin. En fait, des rapports à l'esthétique, faire joli, faire bien. Il faut d'abord tu fais un crayonné, c'est préliminaire, genre. Après, bim, tu fais les cernés en noir, la grosse pénétration. Et en tout cas, on peut voir vraiment des parallèles avec des trucs super forts de comment c'est bien dessiné et comment en fait on attend. Des trucs de sexualité. J'adore vraiment parler de ça en public. Et que du coup, je me suis dit, mais vas-y, vu que je suis nulle en sexualité, mais en dessin, peut-être j'ai des chances. Et j'ai essayé de vachement trafiquer et à la fois de faire des dessins qui qui allaient chercher dans des imaginaires quasi pornographique comme cette rivière avec ses lichens et
très osé, quoi. Et à la fois dans le geste, dans la première partie, si tu reviens, ouais, voilà, dans des trucs comme ça où je suis là, ouais, j'en ai rien à, je vais juste mettre des couleurs que j'aime bien et puis suivre mon idée en me posant pas trop de questions de bon bah ouais, ça c'est fini et c'est génial, quoi. Voilà. Moi je me suis bien amusée sur le moment, c'était super. Le résultat finalement on s'en fout, c'est quoi le... Et du coup ça a été effectivement ultra thérapeutique, mais je pense que j'ai une pratique un peu thérapeutique du dessin dans comprendre c'est quoi l'état où on... Enfin après je voudrais pas dire des conneries du genre pleine conscience ou quoi parce que j'y connais rien, mais en tout cas où on est un peu avec en lien avec soi. Je suis désolée, ça sonne toujours un peu naze ces trucs-là, mais où en fait on est honnête. Voilà, je pense qu'il y a cette notion d'honnêteté de dire bon bah là je fais pas semblant, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est franchement moche ou c'est pas très grandiloquent ou c'est un peu mignon, mais je suis au bon endroit, quoi. Je suis sincère et honnête dans ce que je fais. J'essaye pas de faire pour répondre à des dogmes ou à des attentes supposées que l'autre en face a même pas. En plus, dans le dessin, l'autre en face, c'est tellement une entité floue que c'est impossible de répondre à ça. Et voilà. Du coup, il y a eu ces deux parallèles. À la fois proposer un imagier et à la fois travailler, moi, une façon de dessiner qui soit, encore une fois, des mots galvaudés, mais un peu libre, enfin, un peu débarrassé, quoi. C'est une question que tu poses dans le livre, la question de c'est quoi finir un dessin, ouais. Ce qui est toujours une problématique, à quel moment tu considères qu'il ne faut plus y toucher. Et en sous-question à ça, c'est quoi ton geste de dessin ? Est-ce qu'il faut que ça sorte spontanément ou est-ce que tu retravailles beaucoup ? Ça dépend. Il y a des fois où ça pue l'acharnement. Ben ouais, entre ça et ça, par exemple, c'est vrai, il y a vraiment... Mais en même temps, je me suis quand même vraiment marrée à faire ça. Mais des fois, c'est quand vraiment la haine s'arrête. Je crois que c'est quand, enfin, avec des grandes peintures, par exemple, ça peut être ça. Tout d'un coup, on a l'impression d'être dans un match de boxe et de se mettre des nions. Et en fait, le moment où tu arrêtes de détester ton dessin, tu dis bon bah là, je crois que j'ai fini. Et des fois, et ça, c'est pas super. Moi, les endroits d'acharnement là, comme ça, c'est pas les dessins que je préfère, ou des fois je les aime, je peux les re-regarder plusieurs mois après, me dire ah ouais, il y a quand même quelque chose, mais moi j'aime bien ce genre de truc où ça va vite. Ça va vite, puis bon là c'est facile parce que c'est en grande partie un dessin de chez moi, donc je connais. Et un truc un peu léger et spontané. Mais pour continuer dans cette direction, ce qui est remarquable, je pense, dans ce livre, c'est la diversité de techniques et d'approches graphiques que tu as. Il y a du feutre, il y a du crayon, il y a de la peinture, il y a des encres, de la gravure, etc. Et du coup, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que quand tu commences un dessin, tu as l'image en tête et du coup, tu dis bah, ça, c'est un truc que je peux faire qu'au feutre, ou est-ce que c'est le fait de prendre un bic ou un crayon de couleur qui va t'amener à un type de dessin particulier ? Ouais, c'est vraiment la technique qui décide. Ah, c'est bon ? Ouais, tout va bien. Parce qu'on a le spectacle après de... ouais, c'est vraiment la technique qui décide. Par exemple, si je veux faire des dessins un peu précis, un peu mignons, je vais prendre un crayon de papier. Si je veux faire des trucs où je sais pas trop où ça va, je vais prendre de l'aquarelle parce que je comprends rien à l'aquarelle. Entre les deux, ça va être du feutre. Et souvent, je m'ennuie. Enfin, je m'ennuie assez vite si je fais la même technique. Et des fois, vraiment, une manière de relancer la machine, c'est je vais au magasin et je fais « Ah, ces feutres, ils sont trop beaux !» Puis après, je suis trop contente d'utiliser mes feutres. Et je sais que des fois, je suis contente de... Ouais, je vais me dire « Ah ouais, au fusain, je vais faire des dessins comme ça. » et ça. Enfin, du coup, quand même, j'ai suffisamment de pratique maintenant pour me rendre compte que avec tel outil, je vais faire plus ce genre de dessin.
et du coup de choisir en fonction des fois, parce que je me dis que ça oriente quand même l'esthétique, et que des fois j'ai plus envie d'être un peu rupestre, donc je vais aller faire du fusain, et des fois j'ai envie de pas savoir où je vais, et du coup ça va être le feutre, par exemple, qui est plus facile que la peinture, enfin en tout cas sur des petits formats. Ouais, du coup, ce que je comprends, c'est qu'il y a à la fois tu cherches, tu sais où tu vas, et du coup tu cherches l'outil pour exprimer ça, puis il y a des fois tu essaies de te mettre un peu en danger avec des trucs que tu maîtrises pas forcément, et de voir ce qui va arriver. Ouais, j'aime vraiment, mais je pense que ça c'est un truc entre la sérigraphie et Palefroid, l'aléatoire et la surprise, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. J'aime bien ne pas savoir où je vais, et que des fois le dessin il me surprenne, où je me dis, enfin, ce qui est vraiment parfois très casse-gueule, mais qui crée un peu de suspense et un peu de joie, quoi. Parce que Ouais, ce qui fait que dans ce livre-là, mais comme dans les autres et dans le reste de tes travaux, il y a du coup à la fois des images que tu as prévues, dans lesquelles tu as pu t'envoyer des mails ou pour te dire quelles images tu allais faire, et puis d'autres qui surgissent sur le moment. Ouais, qui sont plus qui suivent. Je sais pas comment dire ça. Ouais, ça suit son idée, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais ça fait plusieurs fois que tu l'évoques, tu as un rapport très physique au dessin. Parce que tu parlais tout à l'heure de bataille sur les dessins sur lesquels tu reviens, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de haine. Les grands formats, par exemple, qui sont dans l'exposition, ça semble être un rapport très physique au dessin, enfin, avec du geste, quelque chose de pas tellement moine copiste, quoi. Ouais, c'est pour ça. Ça, par exemple, c'est hyper moine copiste, et c'est vachement agréable à faire à des moments d'être sur sa petite banquette en écoutant son petit truc et faire des petites choses. J'aime bien. Mais les grands formats, il y a quelque chose avec il y a une peintresse qui s'appelle Fabienne Verdier, qui fait des trucs elle a passé des années en Chine et a appris la calligraphie chinoise, mais avec des maîtres de calligraphie chinoise, et maintenant elle fait des grosses pintoches comme ça, avec des immenses pinceaux, mais qui font... Et elle a, à un moment, elle a dans un livre, ou peut-être c'est même le titre de son livre, je sais plus, elle parle de la transmission de puissance, la puissance qu'on peut transmettre au pinceau, puis qu'après, en tant que personne qui regarde ce qui a été fait, la puissance qu'on reçoit. Et ça, je trouve que c'est assez vrai. C'est un truc qui peut se transmettre par la couleur, même sur des formats un peu petits, et qui, après, sur des formats plus grands, peut vraiment j'ai l'impression, se transmettre avec le trait. Et parce que moi, à plein de moments, je comprends pas trop pourquoi je dessine. Alors, je règle mes petits trucs thérapeutiques, puis ça a l'air d'intéresser un peu plus de gens que moi, donc c'est cool. Mais il y a un truc que j'aime bien quand des gens vont voir des expos ou des trucs, soit de Palefroid, soit de moi toute seule, ça met la pêche. Ouais, et t'es là, ça a transmis quelque chose. Et je pense dans le grand format, il y a un truc assez plaisant comme ça de lancer un trait et se dire lui, quand même, j'ai une intention derrière, et c'est pas forcément une intention esthétique de dire. De toute façon, ça rate ça de dire ce trait doit être parfait, mais par contre il doit avoir telle tonicité, ou il est. Je veux pas finir cette phrase. C'est pas grave, on a compris l'intention, je pense. Il est très... ce dessin. Ouais, il est... un peu comme ça, là. Tu parlais d'être sur ta banquette quand tu dessines, et du coup, ça me fait rebondir sur des questions très pragmatiques, qui est comment tu travailles, où est-ce que tu travailles, est-ce que tu travailles chez toi, est-ce que tu as un atelier, comment tu organises tes journées, est-ce que tu dessines... quand ça te vient, est-ce que tu te structures, est-ce que tu as du dessin tout le temps, est-ce que tu sépares les choses entre le travail, la vie perso, les loisirs, etc. Alors, en ce moment c'est particulier, parce qu'en ce moment je galère avec le dessin pas mal. Donc quand j'ai des commissions, je travaille, mais quand j'essaye de bosser pour moi, donc hors cadre,
j'essaie de me faire des cadres, mais ils tombent en miettes régulièrement. Mais les moments où ça marche et où j'ai l'impression d'avoir un bon petit rythme, je vais dessiner quotidiennement, quoi. Et il se trouve que donc pendant longtemps j'ai habité à Berlin, où là je faisais beaucoup de sérigraphie, et du coup on avait un atelier de sérigraphie collectif, mais où les gens venaient pas. Donc c'était super, parce que moi j'y ai vraiment passé ma vie. Et ensuite, là maintenant j'habite dans un petit village de montagne vers Grenoble. Et depuis 1 an, j'ai un atelier, je loue un endroit. Sauf que c'est très mal isolé et qu'en décembre, pour atteindre 15 degrés, j'ai payé 185 balles d'élec. Donc je peux vous dire que cet hiver, j'étais chez moi. Et du coup, il faut que je trouve une solution. Mais je pense que l'atelier, ça me structure. Et en vrai, la sérigraphie, ça me structurait de ouf, comme on dit. Et que ça ait disparu de ma vie, il y a un truc, il y a un truc à trouver là-dedans, parce que je pense que la pratique, par exemple, faire de l'auto-édition et publier ses propres trucs, ça fait que bon, hop, tu dessines, et à un moment, t'es plus dessinatrice, t'es à l'impression. Du coup, ça devient de l'artisanat. Et là, il faut juste être bonne exécutante. Et ça, je pense que c'est un endroit où, en fait, tu te poses des questions techniques, tu résous des tonnes de problèmes, mais c'est des problèmes techniques. Et ça calme les crises existentielles de manière phénoménale et très efficace. Et ça, j'ai plus ça. Maintenant, je me retrouve avec des originaux ou des livres en CMJN. Bon, c'est génial, mais c'est vrai que ça me manque. Je pense que ce truc d'imprimer moi-même mes trucs. Il faut trouver une balance entre des productions auto-publiées et des choses éditées par d'autres. Ouais, je sais pas. Je te dirai quand j'aurai trouvé un truc pour que ça aille bien. Et puisqu'on est sur les questions pratiques, est-ce qu'on peut parler d'argent ? Ouais. Alors, les 2 dernières années, j'ai rentré plus de 20 000 balles. Bravo. Voilà. Parce qu'à un moment, je vais tout vous raconter, parce que je trouve que c'est vachement important de parler d'argent. Déjà, on va faire un petit portrait sociologique. Je pense comme pas mal de gens dans mon coin là. J'ai un père vétérinaire. Je viens d'une famille quand même classe moyenne, sup, tendance bourgeoise. Je suis clairement une héritière. Du coup, même si j'ai pas de fric sur mon compte en banque, j'ai ce matelas théorique qui permet de prendre des risques. Je pense qu'on prend moins ou différemment quand on n'a pas cette sécurité-là. Donc, clairement, je pense, voilà, à cet endroit du privilège qui fait que après tu fais de la précarité choisie. C'est vrai que t'es un peu, en tout cas, moi, je trouve vraiment que c'est de la précarité choisie, quoi. Et c'est un bricolage, du coup, combien ça... Je pense à un livre comme Bagnode, ça me rapporte 3 000 €. C'est ça ? Ouais. En avance sur droit, c'est ça ? Vive les éditeurs. Ouais, voilà. De droit d'auteur, c'est 10%. Ouais. Et par exemple, à l'époque où je faisais de la micro-édition, vous imaginez, ça, c'était vendu 25 balles. J'en faisais 120. Et si j'en vendais 100, ça faisait 2 500 €. Alors, à un moment, je me suis dit, la micro-édition, en fait, c'est pas mal. Voilà. Et du coup, c'est du bricolage entre de la vente, des commissions, des événements comme Fumetti qui sont super parce qu'en fait, ils sont très réglo. Et puis, cette intervention, par exemple, elle est payée. Un peu d'illustration pour d'autres trucs, de la vente de sérigraphie, un peu de vente d'originaux. Et jusqu'à présent, un tout petit loyer.
Ce qui fait que j'avais 250 balles de loyer, donc j'avais pas besoin de rentrer beaucoup de fric pour m'en sortir. Mais ce qui fait que là, je passe à la catégorie au-dessus parce que j'ai du coup pris cet atelier et puis ça fait plus autour de, ouais, je sais pas, 600-700 balles par mois maintenant. Voilà. Ça te va comme réponse économique? J'essaie d'être transparente sur les comptes. Non, c'est très bien, ouais, c'est très bien. Oui, on enverra ça au comptable de... Ouais. Bah, l'URSSAF, je suis hyper carré. Hein. Bravo. Je suis pas sûre que... Des fois, je suis là, mais peut-être je paye un peu trop. Je trouve ça bien, les charges sociales. C'est important, les charges sociales. Bah ouais. Je crois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et tu l'as un peu évoqué, mais ça serait bon de parler des collaborations et puis d'autres choses. Alors, il y a ces 2 gros livres, Guerre et Bagnode. Et puis... tu parlais notamment de Damien, donc avec qui tu as ce duo graphique qui s'appelle Pas le froid. Ouais. Peut-être que d'ailleurs on terminera en écoutant un extrait du disque de Papaye dont vous avez signé la pochette. Je la remets ici. C'est quoi cette rencontre et qu'est-ce que ça a stimulé? Parce que tu avais l'air de dire que ce qui surgissait avec Pas le froid, c'est un peu plus inattendu pour toi. En tout cas, c'est pas à l'endroit où tu serais allé toi. Ouais, c'était génial. Je pense qu'avec Damien, on s'est rencontrés, on s'est quand même vraiment bien aimés. Mais alors, ça n'avait rien à voir ce qu'on faisait. Moi, je faisais du figuratif et lui de l'abstrait. Et par contre, on avait, je pense, une même détermination à faire des trucs. Nous, on aime bien faire des trucs. Et du coup, on s'est rencontrés. Lui, il avait un atelier de sérigraphie à Berlin. Moi, je m'étais dit, moi, je voudrais devenir autonome en sérigraphie parce que j'avais compris qu'on pouvait faire mieux que la pochette de Transpanda. Et du coup, hop, ça c'est... Ah, il y a qui en dessous? Il y a Bagnode. Et du coup, on s'est rencontrés et en fait, on s'est vraiment entêtés à faire des trucs à 2. Je pense Damien, il détestait mes dessins, à mon avis, au début, sans jamais avoir osé vraiment me le dire. Ce qui fait que, je pense, dès le 2e livre, il n'y a plus aucun dessin figuratif. C'est moto-voiture. Et aussi, alors ça, c'est vraiment, vous allez voir, c'est du livre... la sérigraphie, c'est cool, on peut faire des tests print. Voilà, du coup, c'est un peu n'importe quoi. Mais il y a une narration quelque part, voilà, ça c'est une roue de moto. Mais du coup, je pense que donc on faisait déjà Pas le froid. La notion de collectif, même si on est seulement 2, elle est super importante parce que en fait, tout d'un coup, on est 2 à faire des salons, on est 2 à faire de la promo, on a une solidarité économique, on a un nom et la production de 2 personnes et demie parce qu'il y a chacun de nous individuellement, mais il y a aussi notre production à 2, donc on inonde le marché, clairement. Et moi, je pense que ça... du coup, Damien, bien plus fort que moi, je pense... bien plus juste que moi dans sa vision graphique, et que je pense qu'il a quelque part on s'est vraiment super fort influencé l'un l'autre. Où moi je pense que mon dessin il est parti vers des trucs un peu plus casse-gueule, un peu plus spontané, un peu moins mignon. Et Damien, lui, il a quitté... alors qu'il faisait du collage, du trafic à la photocopieuse, il s'est mis à prendre des pinceaux. Et c'est c'est une des grosses rencontres de ma vie. Et j'adore ce duo. C'est vraiment et c'est aussi super. Enfin, là, on est sur un rythme un peu différent parce qu'on n'habite plus au même endroit, mais c'était aussi vachement bien d'avoir ce rythme entre pratique solitaire, pratique à 2, où il y a quelque chose de très stimulant et très nourrissant. Globalement, c'est quelque chose que tu accueilles volontiers, la rencontre, la stimulation avec un ou d'autres. J'ai fait ça beaucoup à un moment. J'aimais bien dessiner avec des gens. Je le fais beaucoup moins maintenant. Je sais pas trop pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi, donc je vais pas. Ça mettrait trop de temps d'y réfléchir maintenant. Mais je trouve ça marrant de dessiner avec des gens. Une des rares BD j'ai amené quand même, parce que
avec un copain qui habite à Avignon qui s'appelle Ben Saner, qui lui fait des gros monstres et des bonhommes. On a fait une BD manga, on est revenu au manga. Lui, il fait vachement des trucs influencés, cartes magiques, bonhommes musclores et tout ça. Mais attends, parce que vous allez voir, hein, et j'ai adoré faire ce truc, c'était vraiment débile. Il y a une vague narration, mais j'ai fait un méca, j'étais trop fière de moi. C'était génial de faire ça. C'était trop... Ah voilà. C'est pas trop balèze. Alors et ouais. Et ça, c'était super de faire ce truc parce que c'était vraiment le dessin avec un plaisir de gosse. Donc, ouais, on va faire un bonhomme pizza avec des bonhommes dinosaures. Et ça, c'était vraiment assez cool. Avec vraiment aucune ambition de fond, quoi. Voire même un truc que je trouve un peu limite sur l'utilisation d'une typo pseudo-japonaise. Voilà, vaguement alien. Bon, ça, je dis là, Benoît, tu te démerderas s'il y a des critiques. Moi, je vais pas faire ça. Mais bon, c'est une histoire d'amitié. J'aime bien faire des trucs. Pas mal d'histoires d'amitié, je pense, derrière beaucoup des choses que je fais. J'y pense en voyant le Non pas le froid, et j'aurais dû y penser peut-être avant. Il y a quand même quelque chose sur le cheval qui traverse ton œuvre, qui est sur le cheval et l'imaginaire un peu médiéval aussi. Enfin, ouais. Et ça, il y a quand même ça un peu tout le temps, ouais. Depuis longtemps. Ouais, et puis maintenant, je joue aux cartes Magic, alors laisse tomber. Ouais, je pense qu'il y a un truc, l'Heroic Fantasy, mais le Seigneur des Anneaux, tout ça. Enfin, c'est une vraie influence. Non, c'est vrai. Mais très digéré. On a presque fini, je pense. Hein. Est-ce que tu es sur... parce qu'on a parlé donc de Gareth Bagnaud, est-ce que tu es sur un nouveau projet qui pourrait prendre cette ampleur-là? Dans le sens, est-ce que tu as commencé, si ce n'est un nouveau rituel, une nouvelle prolongation graphique de cette psychothérapie dessinée? Bah non, j'aimerais tellement te dire oui. Genre oui, là je travaille sur un grand projet, sur les impôts justement, j'en parlais dans Bagnaud, et du coup... Mais non, que dalle. Je pense qu'il y a... en fait c'est assez bizarre de faire... Bon, guerre c'était particulier, mais est-ce que... Vous avez faim, vous voulez prendre le goûter en plus? Faut pas. Ça va être l'heure du goûter, ouais. Et du coup, je pense qu'il y a ce côté un peu nombriliste là, où à des moments j'aimerais un peu raconter d'autres trucs, puis aussi j'ai l'impression je suis complètement dépressive en fait. Donc j'aimerais, mais je cherche un peu. Je m'étais dit ouais, je pourrais avoir un peu, mais faire un peu plus de la fiction ou quoi, mais j'ai rien. Mais je peux vous montrer. Le seul truc que j'ai, mais ça ne prend pas. Mais on va voir. Hein. Je vais faire à main levée. Est-ce que vous pensez que ça peut aller quelque part? Alors, c'est où? Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah, voilà. Vous voyez quelque chose? Ouais. Alors, à main levée, qui veut savoir la suite? J'ai retrouvé Flamby. J'ai retrouvé Flamby. Ouais, vas-y. Et j'ai retrouvé Flamby. Il est avec la bûcheronne, évidemment. Pourtant, elle a jamais dû écouter un seul podcast d'éducation canine. À main levée. Génial. Hein. C'est un plébiscite. Bon, voilà. Et il y a un co-éditeur qui est dans la salle. C'est parfait. Donc le prochain sera canin, quoi. Bah non, ouais, j'ai essayé de faire... J'ai fait des visages et tout, mais c'est la galère, quoi. Voilà, on verra. Merci beaucoup. Très bien, merci. C'est gentil d'avoir. Merci aussi à Fumetti, à tout le monde. Est-ce que vous avez quelques questions? On a peut-être le temps de prendre une question ou deux. Ah oui, il y en a même deux. Bon, je vais vous passer un micro. Alors, Andrea, bonjour. C'est une question en plus à la con. Mes conseils beauté, alors je mets Avril. Avril matifiant. Ah, ok. Non, c'est juste. Donc les dessins qu'on vient de voir, c'est des choses récentes. Ouais. Et tu dis que tu galères avec le dessin en ce moment? Ouais. C'était juste ça, c'est une question un peu étonnée. Bah non, c'est que en fait, oui, là comme ça, moi quand j'ai commencé ça, j'étais là, bon bah j'ai un truc. Et puis sauf qu'en fait, tu vois, comme t'es chercheur d'or dans le Yukon, tu trouves 2 grosses pépites et tu te dis, tiens, ça va être énorme. Et après tu creuses, et puis il y a plus rien, quoi. Ouais, mais tu peux déjà les mettre dans ton coffre. Ouais. Ou sur mes murs, hein, si tu veux. Ouais.
Ouais, merci, hein. C'est trop cool d'écouter comme ça. En tout cas, on a tes dessins et tout ça. C'est peut-être trop intime. Je voulais trop voir quand tu disais que tu as un dessin raté. Est-ce que tu as envie de le montrer à moi un? Merci. Un que j'aime pas? Ouais. Un qui me met méga mal à l'aise. J'en ai un là. Pas. Alors, bon, celui-là, je le trouve nul, mais il me met pas mal à l'aise. Mais je le trouve nul. Voilà. Mais j'adore... j'ai pas fait honneur aux chèvres. Mais par exemple, en fait, j'essaye de faire des visages. Ça, je suis très contente de ce dessin. Mais alors ça, ça... Ouh, ça, c'est chaud. Voilà. Ça, je me suis dit, ah ouais, non. J'y suis pas encore. C'est un peu comme, vous voyez, quand vous dites... j'ai mon ami... j'ai un ami dont je citerai pas le nom. Il essaye de mettre de la couleur en ce moment, de changer un peu sa façon de s'habiller. Et en fait, c'est comment, quand on essaye un truc, on se sent déguisé ou pas. Et je trouve avec le dessin, c'est pareil. Un truc où on est là, ah ouais, là, je suis pas à l'aise. Et en fait, moi, les visages, ça me met super mal à l'aise. Parce que, ça, c'est... Ouais. Ça, par exemple, je passe très vite. Mais ça, là, ouais. Je suis là, ouais, bof. Il y a Thalia, Vincent, mais on la reconnaît mal. Une dernière question, peut-être? Non, si. Coucou. Alors, quand tu parlais d'art thérapeutique, et je me demandais, du coup, enfin, je présuppose que tu te poses des questions dans ta création artistique sur pourquoi tu fais ça. Et j'aimerais savoir si tu arrives à répondre à ces questions pendant que tu crées, ou si ça vient quand tu as fini un dessin, ou bien des années après, tu te dis « Ah, j'ai fait ça pour ces raisons-là », et là, j'y vois clair. Un petit, ouais. La question du sens, souvent, je la résous en essayant de trouver ce truc d'adresse là, soit de faire un truc avec un ou une amie, soit d'adresser les choses à un ou une amie, un peu comme ça. Je suis là, et ça c'est pour une personne, et au moins il faut que ça satisfasse cette personne, et si après ça intéresse d'autres gens, c'est comme un dommage collatéral positif, un avantage collatéral. Et après, non, je pense que quand j'essaie quand je dis ce rapport un peu thérapeutique au dessin, c'est des fois j'ai l'impression d'essayer de fabriquer des images avec... une fois, j'ai fait une expo, et c'était des grands dessins à la peinture, et c'était tout parlait de rupture. C'était que de la rupture. Et j'étais triste. Mais j'étais triste, mais aussi déterminée à ce que, en fait, on aille de l'avant et que ce soit cool, et qu'en fait, c'est pas grave. Le changement, c'est important et c'est bien. Il faut le vivre, et il faut le supporter. Enfin, pas le supporter, mais le supporter et le soutenir. Mais quand même, c'était que des dessins de rupture. Et il y a un type qui est passé comme ça et qui a dit « Waouh, c'est hyper joyeux cette expo !» Et je me suis dit « c'est gagné !» Enfin, dans comment fabriquer des images qui essayent de t'orienter un peu émotionnellement, ou essayer de faire quelque chose avec toutes des émotions, et de les rendre un peu productifs quelque part. Ça répond à ta question, à peu près, ouais. Voilà, merci. Ah non. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup, c'est très gentil d'être venu. Et merci aussi Fumetti pour l'invitation.